Vous voyez à quel point les chercheurs peuvent nous obliger à sortir de nos rails, à changer nos cadres de pensée. C'est un exercice de base pour la formation continue, bien entendu. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens comme vous, sans doute, qui sont, eux, amenés aussi à passer à l'acte, et ils changent de cadre souvent. Mais ils changent de cadre dans l'action, dans la création d'entreprises notamment. Et nous avons la chance ce soir d'en avoir 3 qui sont représentants à des âges différents dans leur entreprise, qui sont de bons représentants de cet effort pour inventer des solutions, des possibles justement, qui en l'occurrence marchent, donc c'est quand même intéressant, mais après tout on a le droit à l'échec aussi, c'est la base de l'innovation. Et donc je vais pouvoir appeler maintenant 3 personnes, 3 chefs d'entreprise. Thibaut Dorso, qui est le directeur général et le cofondateur de Speedeo, si vous voulez venir sur la scène. Vincent Ricordo, qui est le PDG et le cofondateur de KissKissBankBank. Et Simon Balderou, qui est le directeur général de Deezer France. Alors, ce qui nous intéressera dans votre expérience, ce sont précisément des histoires de votre capacité, justement, à garder une vision qui ne soit pas celle que tout le monde attend et qui fait la différence, comme on dit quelquefois, et ce que ça représente pour vous, quelles sont les conditions qu'il a fallu réunir pour être capable de sortir de ces rails et d'inventer et de se risquer dans un avenir qu'il fallait justement faire émerger. C'est de ce point-là qu'il y aura un certain nombre de questions et on échangera librement autour de cela. Alors, je vais commencer par Thibaut Dorso, par la plus jeune des entreprises, tout au moins. Et je crois que vous avez quelques slides qui pourront accompagner votre propos. Absolument. Et si vous allez nous présenter votre entreprise dans l'état dans lequel elle est actuellement et votre projet. Je me mets au pupitre. Si vous voulez. Bonsoir à tous. C'est en tant qu'ancien élève de Sciences Po et surtout qu'ancien incubé dans l'incubateur de Sciences Po que j'ai l'honneur de vous présenter un cas pratique de l'innovation planifiée qui a plutôt bien réussi et que je connais bien puisqu'il s'agit de Speedeo que j'ai cofondé il y a un peu plus de 3 ans. Quand on a créé Speedeo, on voulait aider les consommateurs de films, de séries, de télévision à répondre à une question simple qui se posait quotidiennement. Qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Avec un diagnostic de départ qui était intéressant, qui était que 75% des gens qui allumaient leur télévision ne savaient pas encore au moment où ils l'allumaient ce qu'ils allaient regarder. Et pendant très longtemps, ça n'a pas forcément été un problème. Dans les années 90, notre télévision, il y avait 6 chaînes. Donc on n'avait pas beaucoup de choix. Donc on savait vite ce qui était possible de regarder. Aujourd'hui, c'est très différent puisque la télévision, c'est des centaines de chaînes, des milliers de programmes en vidéo à la demande immédiatement accessibles à partir de tous les écrans connectés. Et donc, face à une situation d'indécision, on a en plus de ça, en face de ça, une ultra-abondance qui crée un dilemme qui est celui de la détermination du choix. Et du coup, ça pose une question simple, qui est ce progrès technologique, ce qu'on considère être un vrai progrès technologique, à savoir le moment où on transforme les vidéoclubs de quartier, des magasins physiques, en des plateformes digitales de distribution de films. Est-ce que ce progrès technologique est un progrès aussi du point de vue du service pour les utilisateurs ? Et le constat qu'on avait fait, c'était que ce n'était pas tout à fait le cas. Qu'en fait, dans cette transformation, dans ce mouvement de digitalisation de la distribution des films et des programmes, il y avait un métier qui avait disparu, qui était celui du vendeur de vidéoclub. C'est-à-dire celui qui recommande des films à ses clients, celui qui fait du conseil. Sauf que, au moment où le magasin de VOD devient une plateforme digitale, ce monsieur n'existe plus. Et c'était toute la raison d'être de Speedeo, qui était d'innover en permettant de ramener dans un contexte technologique nouveau un des fondements de base du service
qui était celui de la recommandation. Et pour faire ça, nous sommes repartis des cas d'usage. Nous avons repensé le service autour des utilisateurs et surtout, pour amener cette innovation, nous sommes beaucoup appuyés sur des prototypes. Il nous a fallu planifier cette innovation parce que nous avions besoin d'argent. Nous avons reçu des subventions, notamment des pouvoirs publics. Et presque une grande partie de cet argent, nous l'avons dépensé en prototypage, en nous faisant aider par des designers d'interaction qui nous ont aidés à nous remettre à la place des utilisateurs, des consommateurs d'aujourd'hui. Pour arriver à la fin, c'est ce que je pourrais appeler l'invention, ce qu'on a appelé la découverte par envie, et qui nous permet d'être sûr qu'un utilisateur est toujours face au bon contenu au bon moment, qu'on ne lui amène pas sur son écran un programme qui ne l'intéresse pas, qui ne le concerne pas, un programme non pertinent. Et un produit qui lui permet d'être toujours dans une situation de confiance parce que la recommandation qu'on lui fait est toujours expliquée, comprise. Je termine d'un point pour dire que l'essentiel de l'innovation, c'est aussi d'être capable de l'amener sur le marché et du coup de comprendre les opportunités de distribution qui s'offrent aux innovateurs, aux inventeurs. Et le contexte français a fait que nous avions fait l'analyse que les grands opérateurs de la distribution des contenus audiovisuels avaient besoin d'un produit que nous avions fait un peu dans notre garage, ce prototype, et ils en avaient tellement besoin que la première des opportunités, c'était de leur mettre à disposition plutôt que d'essayer de le distribuer nous-mêmes avec assez peu de moyens. Donc on s'est tourné vers une activité qui s'est d'abord lancée dans le B2B, et donc on a fait de l'innovation pour des grands comptes, non pas en tant que conseil, mais en tant que start-up. Peut-être que si Speedeo était né aux États-Unis dans un contexte d'investissement un petit peu différent, nous aurions fait de Speedeo un service d'abord présent sur les téléphones, sur iPad et sur Internet, d'abord distribué directement aux utilisateurs, puis ensuite nous aurions fait aussi du B2B pour aider les opérateurs à avancer. Donc c'est un choix stratégique qu'on a fait au départ, qui était nécessaire pour nous parce qu'on avait évidemment, il fallait qu'on soit rentable, qu'on puisse vivre, mais c'est un choix qui aurait pu être fait différemment dans un contexte différent. Voilà ce que j'avais à dire de cette vidéo. Merci. Juste une question avant de passer la parole à chacun, et puis après on discutera ensemble autrement. Mais qu'est-ce qui peut, à votre avis, qu'est-ce qui a pu déclencher chez vous cette capacité à voir ce maillon manquant dans cette chaîne là qui se recomposait complètement? Et à votre avis, est-ce qu'il y a quelquefois on se dit ce sont des chances, des choses qui arrivent, des événements imprévus ou quelque chose qui se passe? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet-là? Oui, bien sûr. Je pense que mon parcours d'entrepreneur, c'est un parcours qui est très, je pense, très classique, qui est parti d'une consommation frustrée. C'est-à-dire que j'étais avant tout un gros consommateur, un gros consommateur pionnier de la VOD, mais avant tout un consommateur très frustré de ce qu'était la vidéo à la demande et de ce qui naissait, à savoir la consommation de contenu délinéarisé. Et c'est d'abord autour de cette frustration qu'est née la volonté de proposer autre chose, d'innover. Je pense que c'est souvent à partir d'une frustration personnelle que naît, comme vous dites, l'étincelle de D'accord, donc il faut à la fois être passionné par le domaine, mais passionné personnellement, et qu'en même temps, il y ait précisément cette frustration qui naisse, quoi. Oui, et puis ensuite, avoir la conviction qu'on va pouvoir gagner de l'argent en transformant cette frustration en activité. Bien, alors j'ai demandé maintenant à Vincent Ricordo, donc de KissKissBankBank, de nous compter aussi, alors je crois que vous avez aussi un petit teaser, j'allais dire, d'une certaine façon à nous présenter, mais de nous conter précisément comment cette aventure-là démarre et qu'est-ce qui vous fait sortir des sentiers battus, parce que c'est quand même sortir des sentiers battus ce que vous avez fait là pour le compte. Là. Oui, alors, bonjour à tous, je suis d'abord très heureux, très flatté d'être ici. J'ai toujours rêvé de venir ici comme étudiant, ça n'a jamais été possible, du coup y venir comme intervenant, ma mère sera ravie. Il faudra que je l'appelle tout à l'heure pour lui dire, je pense qu'elle sera aux anges. Je ne sais pas si elle y croira, mais en tout cas, je lui dirai.
Donc, KissKissBankBank, c'est une plateforme de financement participatif. Je voulais juste savoir dans la salle, levez la main ceux qui ne savent pas ce que c'est que le financement participatif. Ok, il y en a très peu, c'est cool. C'est-à-dire que la situation a quand même bien évolué. En 2 mots, le financement participatif sont des plateformes qui sont nées il y a 4 ou 5 ans, qui permettent aux individus de financer les projets d'autres individus. Que ce soit des projets artistiques, des projets culturels, des projets d'innovation, des projets scientifiques ou des projets entrepreneuriaux, soit sous forme de dons, soit sous forme de prêts, soit sous forme d'investissement. Voilà, et donc, c'est un marché qui est né il y a très peu de temps, auquel on a contribué, puisque on fait partie des 10 premières plateformes pionnières dans le monde. Et en l'occurrence, il y a 4 ou 5 ans, quand on a créé KissKissBankBank et qu'on expliquait aux gens ce qu'on voulait faire financer, nous, cette société, et qu'on était voir les investisseurs en disant, voilà, en fait, on va parier, nous, sur l'empathie des gens, sur la générosité des gens, sur leur capacité à finalement se réaliser grâce aux autres. Alors on nous regardait un petit peu bizarrement, on nous disait, mais c'est quand même bizarre qu'en pleine crise, vous pariez sur le fait que les gens vont débourser d'un seul coup de l'argent à droite et à gauche pour les projets des autres, pour les projets de l'autre, et pour des projets qu'a priori, dont on ne connaît pas forcément le créateur. Et il se trouve que 5 ans après, aujourd'hui, parti d'une petite dizaine de plateformes en 2008-2009, il y a plus de 1500 plateformes dans le monde aujourd'hui sur le sujet. On va dépasser les 6 milliards de dollars collectés dans le monde en 2013 sur nos plateformes, pas sur la mienne seulement, mais sur nos plateformes dans le monde. Et le magazine Forbes, que vous connaissez sûrement tous, pense, lui, que le marché du crowdfunding, puisque c'est le mot en anglais, ou du financement participatif, dépassera les 1000 milliards de dollars en 2020. Du coup, d'une utopie entre doux rêveurs il y a quelques années, on se retrouve aujourd'hui face à une espèce de déferlante monumentale qui prouve une chose, c'est que lorsqu'on oriente l'humanité sur des valeurs qui sont aussi les siennes, mais qui ne sont pas l'individualisme, qui ne sont pas la cupidité, mais qui sont plutôt le partage et une vision communautaire des choses, alors pour le coup, ça se passe très bien. Mais juste une petite vidéo pour vous montrer aujourd'hui qu'il y a des gens très célèbres que vous connaissez tous qui utilisent le financement participatif. Salut à tous, je m'appelle Noé. J'ai un beau projet très fédérateur, un grand bateau pour sauver tous les animaux. Je vous regarde! Et moi aussi, je vous regarde! Bon, là, je suis un peu en galère, il me manque 5000 € pour finir l'arche. Les singes sont bien, les girafes sont là. Voilà, on a fini. Ah oui, mais il manque les cafards. Oh bah non, les cafards, on les gicle. Attends. Le truc, c'est que Dieu, il entend tout. Donc la moindre initiative personnelle, ça passe pas. Raison, on s'en fout des cafards. Après, il nous a pris la tête sur la couleur, c'est chic. Ouais, c'est ça. Sans compter les problèmes de logistique. Les crocos sont en train de se barrer là, on fait quoi? Eh ben, gire le coup! Allez, allez, allez! Comment je fais? Je suis pas gardien de zoo, hein? Et quand il fait la gueule, il fait vraiment la gueule. Mais c'est pas vrai, il fait le déluge, mais Dieu! C'est là, je crois que la relation s'est un peu dégradée, quoi. On n'est pas le 31 là, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai eu des mots malheureux. Et Noé, oublie pas les petits chats! Et Noé, oublie pas les cafards! Pourquoi pas les dinosaures? Donc tu y es! Chien! Le problème, c'est que, il répond plus, il boude. Il manque 5000 € pour finir l'arche, c'est pas beaucoup. Je compte sur vous, hein. Et lui aussi, il compte sur vous. Et puis, il y a des contreparties. Par exemple, si vous donnez 50 €, eh ben vous avez une photo dédicacée de moi. Et puis alors, si vous donnez 1000 €, l'arche est rebaptisée à votre nom. Robert, si tu m'entends, c'est le pied d'être dans la Bible. Moi, je paierais des millions pour être... Bon, j'y suis. Mais je paierais cher pour être dans la Bible. Réfléchis, Robert. Réfléchis bien. Donc deux petites choses à travers ce film. On n'a évidemment pas attendu KissKissBankBank dans l'humanité pour se prêter ou se donner de l'argent pour réaliser nos projets. Ça existe depuis la nuit des temps. Ce qui fait que nos plateformes explosent aujourd'hui, c'est qu'elles sont le reflet ou le prolongement des réseaux sociaux qui nous permettent de nous échanger évidemment nos projets à une vitesse dingue. Et à partir du moment où elles sont captives, ces idées, alors du coup, elles séduisent beaucoup plus de gens que dans notre communauté d'origine. Et puis, le deuxième symbole de cette vidéo également, c'est que derrière ces plateformes, il y a une motivation quand même assez forte de changer... alors c'est un petit peu prétentieux ce que je vais vous dire, mais de changer véritablement le monde. On croit véritablement chez nous que la créativité, pour qu'elle change le monde, il faut qu'elle sorte des silos classiques dans lesquels elle habite, savoir dans les pays riches et pour les populations qui sont ultra favorisées, qui peuvent se saisir de cette créativité pour en faire leur, et du coup la transformer en innovation et potentiellement l'amener sur les marchés. Nous on pense qu'au contraire, si cette créativité défend au fin fond
des populations mondiales, quel que soit l'endroit où elles se cachent, alors c'est de ces idées-là qui vont naître et qui vont se diffuser rapidement, très rapidement via les réseaux sociaux, que du coup naîtra peut-être, espère-t-on, des ersatz ou en tout cas des débuts de modèles nouveaux qui, espère-t-on, modifieront profondément et les organisations du monde et également le sens réel de notre humanité. Merci. Vous avez insisté sur un des déclencheurs, en gros, quand même, c'était quand même principalement ces valeurs qui poussent les communautés autour de vous. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments ou des moments qui précisément vous ont dit c'est faisable, puisque vous avez cité le fait qu'il y avait beaucoup d'autres sites du même type, mais en réalité c'est quand même particulier, c'est votre aventure à vous et c'est quelque chose qui vous mobilise. Qu'est-ce qui fait passer à cela? Alors du coup, quand on a écrit Qu'est-ce qui se manque, il n'y avait pas d'autres plateformes. Donc oui, on partait vraiment d'une page page blanche à l'époque. Donc du coup, le déclencheur chez nous, pour être complètement franc, il n'est pas très idéologique à la base. On a appris en marchant véritablement l'impact que cette créativité dispersée, répandue, diffusée, viralisée pouvait permettre de créer globalement dans l'humanité une espèce de sentiment de confiance en soi partagé et donc d'optimisme. Et c'est notamment cet optimisme chez nous qui est caractéristique et qui fait que c'est véritablement un troublion du système établi et des structures établies. Et on pense véritablement que c'est cette créativité-là qui va changer le monde. En ce qui nous concerne, nous, au moment où on monte Qu'est-ce qui se manque, on est super loin de ces postulats. Vraiment. On est un peu comme toi, assez fan de la créativité, pour le coup, culturelle indépendante, et on en a marre qu'on nous bassine avec Pascal Obispo à la radio, et on en a marre qu'on nous bassine avec Spider 7, 8, 9, 10 au cinéma, et on s'aperçoit que via les réseaux sociaux émergent des milliers d'artistes que personne ne connaît, et que ces artistes méritent aussi d'exister sans passer par un label, sans passer par un producteur, sans passer par une banque quand il s'agit d'entrepreneurs, et que du coup, si on permet à ces projets d'être visibles sur le web, avec un peu de chance, si ces projets se viralisent d'un seul coup sur le web, peut-être qu'on arrivera à les faire financer et avoir le choix entre des millions d'artistes, des millions d'entrepreneurs, plutôt que d'être obligés d'encaisser et d'absorber ce que le marketing de masse nous oblige à consommer. Donc ça vient vraiment c'est plus qu'une frustration, c'est un vrai mouvement de colère en fait. Oui. C'est intéressant parce qu'on présente souvent ça sous le côté positif en disant les désirs, les projets, les visions, mais il y a aussi cet aspect réactif en disant précisément on veut sortir de ce moule ou de ces tendances lourdes et on veut ouvrir des possibles justement. Mais personnellement, quoi, avec ces tripes d'une certaine façon. Oui, parce que j'imagine que la genèse d'un projet comme ça, quand tu pars vraiment de rien, d'une page blanche, il n'y avait pas de mots pour l'expliquer à l'époque, il n'y avait pas de crowdfunding, il n'y avait pas de financement participatif, donc du coup ça vient intimement d'une conception ou d'une idée d'un certain nombre de créateurs, en l'occurrence 3 créateurs, qui du coup à partir du moment où cette idée s'installe et n'est plus la nôtre, et qu'elle s'installe chez chacun de vous, alors du coup elle est mécaniquement complètement transformée. Et aujourd'hui, quand on discute avec les créateurs, quand on discute avec les contributeurs, quand on discute avec les médias ou avec les sociologues ou avec les écoles dans lesquelles on va beaucoup, on se rend compte que l'idée qu'on avait à la base et ce que c'est devenu aujourd'hui n'a plus strictement rien à voir, ce qui est bien la preuve qu'en termes de prospective et de futur, cette créativité pure, je ne parle même pas d'innovation, il n'y a pas vraiment d'innovation chez nous, à part l'innovation sociale peut-être, il n'y a pas d'innovation technique. Du coup, elle peut générer quelque chose de bien plus important finalement que l'idée elle-même. C'est l'impact de l'idée, la façon dont les gens se l'approprient, qui peut avoir un impact fondamental. Très bien, merci. Je vais donner la parole à Simon Balderou, lui qui effectivement, en 2007, c'était aussi peut-être une idée, une frustration peut-être, il nous le dira, mais qui en réalité maintenant, c'est devenu quasiment un poids lourd, je vais dire, dans son domaine. Alors, dans toute cette histoire, il y a quand même eu des épisodes, sans doute, qui n'ont pas tous été aussi faciles que quand on le raconte après coup. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis aussi très, très heureux d'être là. Moi, c'était ma sœur, Vincent, qui était ici il y a quelques années. Donc, elle aussi sourira quand elle verra que j'étais là. Moi, j'étais pas là en 2007 quand ça a germé dans l'esprit du fondateur de Deezer, qui est un type qui s'appelle Daniel Marelli, qui est français, qui n'a pas fait d'études, qui avait 22 ans et qui, en 2007, s'est dit j'ai envie de vivre mieux ma musique. Et il était frustré. Donc, c'est exactement ça.
Et il n'avait pas les sous à dépenser pour acheter sur iTunes, et il en avait marre de télécharger illégalement. Donc globalement, il s'est dit, c'est quand même beaucoup plus malin si on a un accès à la musique illimitée, et c'est la première fois qu'un site qui ressemblait à ça s'est monté. Et au départ, il l'a monté sans vraiment de logique économique. Il a monté son blog avec de la musique, et quelques semaines après, il a vu qu'il y a eu un buzz assez incroyable. Et il s'est fait rappeler par la SACEM, par les maisons de disques qui lui ont dit attention, c'est pas tout à fait légal. Et c'est là que l'aventure a véritablement pris. Il s'est rapproché des maisons de disques, il s'est associé, et derrière, la grande aventure a démarré. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît Deezer, mais en général, je fais aussi quelques sondages pour voir un petit peu les habitudes des gens qui sont dans les salles. Qui aujourd'hui achète encore des CD, si vous pouvez lever la main? C'est une population qui achète plus de CD que la moyenne encore. Qui achète sur iTunes principalement? Hein. Qui consomme gratuitement sa musique sur Internet, légalement, avec des sites de streaming ou du YouTube, ou des choses comme ça? Voilà. Qui pirate? Voilà. Et qui est abonné à un service de streaming? Bon. Tout le pari, c'est que dans 10 ans, la très grande majorité seront des gens qui paieront un abonnement. Parce que la vraie vision qu'on a, c'est qu'il y a eu une première rupture dans le marché de la musique, qui était l'arrivée d'iTunes il y a 10 ans, qui a dématérialisé la musique, mais que finalement, c'est une rupture qui n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que ça a plutôt appauvri l'expérience du consommateur, et que la vraie rupture, elle est plutôt dans l'accès, et que la valeur aujourd'hui dans la musique, c'est pas de posséder un MP3 qu'on a sur son ordinateur ou d'avoir un CD, c'est plutôt toute la possibilité de l'avoir en permanence, tout le temps. Et là, je rejoins beaucoup mes camarades précédents. On a une dimension sociale qui est gigantesque sur Deezer, puisqu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la recommandation et du partage. Et sur la recommandation en particulier, notre métier, c'est pas seulement d'être le plus grand jukebox du monde, c'est surtout d'essayer d'être le meilleur disquaire. Donc c'est vraiment la partie recommandation, écoute, et comment on fait pour que les gens arrêtent d'écouter la même chose depuis des années, mais qu'au contraire, on participe à l'éducation musicale des gens et on arrive à leur faire générer des coups de cœur. Donc on est effectivement, depuis 2007, dans un marché qui est... On est effectivement depuis 2007 dans un marché qui est chamboulé en permanence. Donc en 2007, le marché mondial de la musique, c'était un marché de CD. C'était un marché qui était concentré dans 6 grands pays dans le monde qui faisaient 80% du marché de la musique légale. Ça veut dire que les ayants droit, avant 2007, n'avaient pas beaucoup de revenus en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, étaient des pays qui étaient ravagés par le piratage, qu'il soit physique ou qu'il soit numérique, puisque sur les marchés, beaucoup de pays, on achetait des CD pirates. La France était un peu épargnée là-dessus, était un marché physique. Donc on avait un marché de la musique qui était vraiment morcelé pays par pays. Ça veut dire, ça induit beaucoup de choses. C'est-à-dire que les artistes avaient beaucoup de difficultés à faire des carrières internationales. Ça veut dire que quand on était un expatrié, on n'avait pas la possibilité d'avoir accès à sa musique locale. Ça change. Aujourd'hui, le modèle d'accès à la musique fait que pour les artistes, ils sont plus rémunérés quand ils sortent un album, mais ils sont rémunérés quand ils sont écoutés. Donc du coup, c'est pas au moment de la sortie de leur album qu'ils gagnent véritablement leur vie, mais c'est dans la durée. On voit aujourd'hui qu'on rapporte plus à un artiste au bout d'un an que ce qu'il gagnait lorsqu'il sortait un album. Mais il y a énormément de choses qui changent. Il y a évidemment la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on peut écouter sa musique tout le temps, partout, en permanence. Mais au-delà de ça, il y a des chamboulements partout. Nous, on considère que ce qui existait auparavant, c'est-à-dire le lien un peu magique qu'il y avait quand on achetait un CD, quand vous achetez votre CD, que vous avez un petit livret, que vous avez l'impression que l'artiste vous parle et que vous avez vraiment l'impression d'avoir une relation privilégiée avec lui, finalement, on peut faire beaucoup mieux avec le numérique. Donc, tout ce qu'on essaie de créer, c'est justement essayer de retrouver cette magie. Quand on a accès à 30 millions de titres, finalement, on peut perdre beaucoup de la magie qu'on avait avant. On peut être boulimique et on n'apprécie plus forcément ce qu'on écoute. Donc, nous, tout notre enjeu d'innovation dans les prochaines années, c'est vraiment de recréer ce moment magique. Et ça passe notamment par une relation beaucoup plus directe entre l'artiste et le fan. Aujourd'hui, l'artiste, on est capable de lui donner un nombre de données absolument incalculable sur les gens qui les écoutent. Donc auparavant, un artiste, il était incapable de savoir s'il était écouté par des hommes, des femmes,
s'il était écouté le matin ou le soir, s'il était écouté après tel artiste ou avant tel artiste, s'il était... la seule chose qu'ils savaient, c'est s'il était plus vendu à la FNAC de Forbach ou à la FNAC de Bordeaux. Mais à part l'aspect géographique, il n'y avait finalement pas tellement de données. Aujourd'hui, ils sont capables, les artistes, de nous demander qui sont les 3 fans de musique qui l'ont écouté le plus la semaine dernière dans telle ville, parce qu'ils ont envie d'offrir 3 billets de concert à ces 3 fans préférés quand ils viennent les voir la semaine d'après. Donc il y a véritablement une relation très très forte maintenant qui peut se créer entre les artistes et les fans. Ils peuvent donner des contenus exclusifs pour le fan. Enfin, voilà, c'est toute cette partie engagement. On tient beaucoup au mot d'engagement qui est vraiment au cœur de notre innovation. Donc c'est l'engagement d'un côté et c'est la partie sociale et de recommandation qu'on essaye de construire de l'autre. Alors d'une certaine façon, tous les 3, vous vous retrouvez dans la situation où les idées, ou le moteur, j'allais dire, de l'innovation et du succès dépend de votre capacité à être très près de ce que l'utilisateur final, le client, etc., attend ou propose mais comment il alimente précisément votre projet lui-même. Et en l'occurrence, c'était votre propre frustration, quelquefois, qui était à la source. Mais au-delà de ça, vous avez gardé le lien. C'est ce que vous disiez là précédemment, mais tous, vous êtes un peu dans cette situation-là. Donc est-ce qu'on dit maintenant que l'innovation, finalement, ce n'est plus dans la tête des entrepreneurs, mais qu'elle est dans le réseau et dans l'ensemble c'est pas du crowdsourcing, c'est du crowdfunding, c'est peut-être du crowdsourcing, mais on n'a pas besoin de l'appeler comme ça. C'est aussi précisément ce lien d'une communauté qui devient une source d'innovation. Oui, enfin, en tout cas, de notre côté, ce qui change beaucoup de choses aussi dans le monde numérique, c'est qu'on a accès tout de suite aux consommations des gens et on peut analyser beaucoup plus rapidement ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc effectivement, nous, on fonctionne avec des A/B testing en permanence où on fait des essais sur un certain nombre on peut faire des essais assez facilement sur 200 000 personnes, sur 100 000 sur une autre cible. Enfin, on a des systèmes qui permettent de tout de suite savoir ce que les gens attendent. Et notre métier, c'est d'apprendre individuellement, individu par individu, ce qu'il attend et d'essayer de s'adapter. Et donc, par exemple, ce qu'on a lancé dernièrement, c'est une page qui est totalement personnalisée pour chacun des utilisateurs. Donc, c'est vraiment ce qui change beaucoup pour nous, c'est effectivement la relation one-to-one qu'on peut avoir avec chacun des utilisateurs. Il y a quelque chose d'encore plus fondamental que ça, c'est la reprise de pouvoir du consommateur sur ce qu'il a envie de voir, consommer, entendre, et bientôt là où il veut investir, là où il veut épargner. C'est l'interconnectivité entre les gens via les réseaux sociaux et via le web qui font du coup d'une idée qui appartient à quelqu'un ou d'un goût qui appartient à quelqu'un, interconnecté que nous sommes avec d'autres individus, permet du coup de viraliser cette idée ou cette envie ou cette recommandation. Et on le voit assez bien là dans les 3 services que vous avez choisis, on est vraiment dans le mode de l'accès, c'est-à-dire que on est l'antithèse de l'ancien modèle basé sur la propriété dans cette économie-là. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on puisse avoir accès à ce qu'on veut, quand on veut, au moment où on le veut, et choisir véritablement et l'endroit et le moment et le produit final auquel on veut avoir accès, sans être martelé par le marketing classique issu des 2 premières révolutions industrielles, plus dans une logique communautaire et donc de recommandation. Mais le mot-clé, derrière cette idée-là d'interconnectivité et de recommandation, le vrai mot-clé, c'est, en anglais on dit empowerment, c'est-à-dire cette capacité à reprendre le pouvoir sur tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous pouvez financer des projets qui vous intéressent, vous décidez donc ce que vous allez écouter en termes de musique, vous pouvez financer ce que vous avez envie de voir au niveau cinématographique, donc idem, vous allez décider finalement de ce que vous voulez consommer au niveau de l'image. Demain, sur nos plateformes, vous allez pouvoir choisir là où vous pouvez investir de l'argent dans des startups, donc du coup, vous n'attendrez plus que votre conseiller de la Société Générale vous dise là où il faut mettre votre épargne, là où elle ne vous rapporte rien, mais plutôt dans des endroits où vous jugerez utile de mettre votre épargne. Et ce qui est en train d'être modifié radicalement derrière cette interconnectivité, c'est beaucoup plus important que l'interconnexion elle-même ou que le système de recommandation. C'est une vraie reprise de pouvoir fondamentale que permettent aujourd'hui ces outils, que permet le web, que permettent les réseaux sociaux et que permettent nos services. Et c'est, je pense, là on parlait d'innovation, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu encore une fois à l'origine nous, mais qu'on voit naître aujourd'hui, c'est-à-dire ces millions de projets dans le monde qui naissent grâce à nous, et uniquement grâce à nous individus, en sortant des filières classiques, font que du coup cette prise de pouvoir sur ce qu'on veut voir, entendre, consommer, épargner devient réelle. Et on n'est plus dans le cadre d'une utopie, puisque c'est un peu le nom qu'on nous donnait il y a 4 ou 5 ans, c'est un phénomène qui est réel aujourd'hui. C'est un nom, cette économie, on l'appelle l'économie du partage, qui est très très large, où encore une fois, la règle d'or n'est plus la propriété, mais l'accès. Et du coup, en ces termes,
l'innovation réelle de nos services, derrière l'outil lui-même, c'est ça. C'est véritablement la révolution entre la différence entre le monde de l'accès et le monde de la propriété. Thibaut, éventuellement ? Oui, s'il vous plaît. Moi, je voudrais rebondir sur un mot de Simon. Simon a parlé de personnalisation. Et je pense que si on devait généraliser peut-être un des axes qui permet d'innover, de faire progresser certains services, c'est de prendre vraiment la mesure de ce qu'on peut faire une fois qu'on a tellement de données sur les utilisateurs, une fois qu'on les connaît, une fois qu'on prend la mesure de tout ce qu'on peut connaître d'eux. La personnalisation, c'est ce qui fait que on est capable de recommander un produit au bon moment, au bon consommateur, et qui fait que on transforme mieux un acte de vente, où on peut faire progresser ou croître des actes de location. Personnaliser, c'est aussi permettre ce qui est devenu une banalité sur Internet aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde sait que les bannières qu'on a devant les yeux sur Internet ne sont pas les mêmes suivant l'historique d'internautes qu'on a. Aujourd'hui, à la télévision, ça nous semble une banalité, inversement, d'avoir tous la même publicité au même moment devant les écrans. 30 millions de personnes qui regardent France-Ukraine à la télévision ont la même publicité à la même heure au même moment, alors qu'ils sont dans une variété sociologique et une variété de goûts qui est énorme. Et nous, ce qu'on veut amener là, c'est aussi une prise de conscience du marché de la distribution qui va même jusqu'au marché de la diffusion de la publicité, qui est qu'une fois qu'on n'est plus seulement dans la distribution de masse, mais dans la distribution de masse personnalisée, à ce moment-là, c'est des pans entiers d'innovation de services qui s'ouvrent devant nous. Effectivement, là, on voit qu'il y a quand même toute une révolution de l'intermédiation, d'une façon ou d'une autre, dans laquelle vous êtes des acteurs, mais qu'en faisant ça, bien entendu, vous prenez aussi la place, ou vous déplacez tout au moins les rôles des différents acteurs qui existaient sur le marché précédemment. Et je me souviens quand même que Deezer a notamment réalisé un coup majeur, c'est-à-dire que dans un environnement où il y avait un affrontement entre le piratage et les ayants droit, vous avez ouvert une autre piste qui était avec cet accord avec la SACEM, etc. Bon, voilà, typiquement, on peut se demander d'ailleurs si c'est pas là une des innovations, au sens un saut intéressant qui fait qu'il y a un possible là qui s'est ouvert, alors qu'auparavant on avait des visions complètement tranchées qui étaient finalement difficilement conciliables. Oui, je vais juste rebondir juste avant sur ce que disait Thibaut, qui est extrêmement intéressant. Quand on parle de personnalisation, effectivement, on est capable de dire vous avez aimé ça, vous allez aimer ça, pour simplifier. On est capable de dire aussi vos amis aiment ça, donc vous allez aimer ça. Mais au-delà de ça, on considère que les plus grands coups de cœur dans la vie et les façons dans la vie où on apprend le plus de choses, c'est quand on se confronte à quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'avait pas prévu ou qu'on ne connaît pas. Et donc notre rôle aussi, c'est de faire sortir les gens du cadre et de ne pas uniquement leur donner ce qu'ils ont l'habitude d'écouter. Donc la frontière qui est compliquée à trouver, c'est de servir quand même les gens en fonction de ce qu'ils aiment, mais il faut aussi être capable de sortir du cadre. Donc c'est vraiment l'enjeu qui est très très fort. Après, sur effectivement le modèle économique qu'on a réussi à trouver, déjà on l'a adapté en permanence. Et ce qui est compliqué effectivement ce qui était compliqué dans notre industrie, c'est une baisse inéluctable du marché du CD à mesure que le piratage progressait. Chaque acteur de l'industrie avait ses intérêts court terme qui étaient différents des intérêts long terme. Donc chaque société, il y a quelqu'un qui est responsable du rayon CD, qui n'a pas vocation et qui n'a pas intérêt à ce que le numérique grandisse trop vite. Il y avait évidemment la logique le numérique va grossir au fur et à mesure et va prendre des parts de marché au physique, mais finalement ça prend du temps. Aujourd'hui, le marché physique en France fait encore les 2/3 du chiffre d'affaires. Donc on est sur une évolution qui est lente. Et donc tout ça, ce sont des process assez longs. Donc on a trouvé plusieurs façons de monétiser notre audience publicitaire. On a trouvé une façon de commercialiser nos offres, notamment via des opérateurs téléphoniques comme Orange en France. Ensuite, on a eu nos abonnements propres. On est en permanence en train de changer la frontière entre ce qui est gratuit et ce qui est payant. Finalement, Deezer, vous connaissez, beaucoup connaissent le Deezer gratuit, mais l'essentiel de Deezer, 90% des revenus Deezer, c'est un système d'abonnement. Donc on est exactement comme Canal+. Vous connaissez Deezer comme vous connaissez Canal+, avec la vitrine gratuite que vous avez vue sur PC, mais le vrai Deezer, il est sur mobile.
Le vrai Deezer, c'est l'abonnement sur mobile qui vous permet de l'avoir tout le temps. Et donc la frontière entre ce qu'on propose en vitrine sur ordinateur et ce qu'on met en payant, elle est extrêmement compliquée. Aujourd'hui, on offre 6 mois illimités quand on démarre, mais ça pourrait être 3 mois, ça pourrait être 2 mois, ça pourrait être 1 mois. On propose 10 heures par mois sur ordinateur avec de la pub, mais ça pourrait être 2 mois, ça pourrait être 2 heures, ça pourrait être 5 heures, ça pourrait être plus. On propose les mêmes contenus en gratuit et en payant. On pourrait avoir des catalogues différents. On pourrait avoir, ce qu'on fait aujourd'hui, des exclus réservés aux abonnés. Mais on pourrait imaginer que les contenus arrivent avant pour les abonnés, puis ensuite pour le gratuit. Donc toute cette frontière, en fait, elle est inventée comme Canal+ a inventé la frontière de la télévision payante il y a 25 ans. Donc c'est aussi ça l'innovation, c'est l'innovation du point de vue du modèle économique. Donc ça veut dire... Oui, allez-y. Nous, on est beaucoup plus militants que ça, pour le coup. Ouais. Alors beaucoup plus longtemps que ça. Nous, on pense que le système dans lequel on vit aujourd'hui doit s'arrêter. Et alors, quand on doit s'arrêter, il ne doit pas s'arrêter violemment, à coups de pioche ou à coups de mitraillette, mais les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Il y a, dans les années 80, 0,1% de la population la plus riche détenait de mémoire 16 ou 17% du PNB mondial. Aujourd'hui, c'est 38%. Le PDG d'Exxon, dans les années 80, gagnait 45 fois plus que son salarié le plus bas. Aujourd'hui, c'est 650. On a des crises qui viennent du milieu financier systémique tous les 10 ans qui ruinent l'intégralité de la planète. Donc nous, on pense qu'il faut casser les modèles dans lesquels on est aujourd'hui. Et véritablement, la rupture, elle doit être intelligente, elle doit être progressive, elle doit être schumpeterienne, mais avec des guillemets, mais mécaniquement, elle est destructrice. Et nous, on est assez contents d'incarner le fait qu'effectivement, nos modèles sont destructeurs des mécanismes précédents. On est très contents de ça et on continuera à défendre ces valeurs-là et à faire en sorte que la société bouge, ça c'est sûr. Thibaut. Alors, dans ces histoires-là aussi, vous avez quand même été obligé vous-même de sortir des rails que vous créiez de temps en temps, c'est-à-dire d'être obligé à chaque fois de réinventer. Est-ce que vous avez des moments ou des histoires, même dans les petites histoires, les histoires récentes ou brèves de Speedéo, est-ce qu'il y a précisément des moments où ça n'a pas marché, certaines des innovations? Simon citait beaucoup de choses possibles encore, mais évidemment, ça suppose de risquer, de rater, etc., et de rebondir et éventuellement de réinventer complètement, parce que souvent on oublie ça, il n'y a pas que l'impulsion de départ, il y a cette capacité-là à soi-même recontester tout cela. Est-ce que vous avez chacun des moments comme cela qui vous sont arrivés, ou qui sont qui étaient éventuellement critiques d'ailleurs, ou qui ont éventuellement abouti à ce qu'on abandonne un service, on abandonne une fonction, on change d'orientation, ou est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous avez comme histoire qui nous éclairerait sur la façon dont ça fonctionne, ça? Alors d'abord, je dois dire que en 3 ans d'existence, qui est pas très long, je pense qu'il nous est arrivé une bonne dizaine de fois d'avoir le sentiment que Speedéo s'arrêterait le mois suivant. Donc, un service qui naît, une innovation qui arrive sur le marché, c'est une entreprise qui est assez chaotique au début. Donc des histoires, j'en ai énormément. Et je dois dire que peut-être ce qui est et là je vais rejoindre, je pense, les propos de Vincent, qui est que peut-être ce qui est de plus compliqué au moment d'amener une innovation sur le marché, c'est de réussir à bien la financer. Et je veux dire que dans l'aventure de Speedéo, peut-être ce qui aujourd'hui est ce qu'on considère être notre plus gros goulot d'étranglement, c'est notre capacité à être intelligemment financé et à trouver des gens qui réussissent à se projeter avec nous dans l'avenir. Et ce qu'aujourd'hui on découvre avec le crowdfunding et les mouvements d'investissement qui se font de façon beaucoup plus personnelle, beaucoup plus désintermédiée, qui naissent aujourd'hui, sont vraiment intéressantes, parce que l'innovation ne peut réussir que si elle est intelligemment financée. Je pense que mes collègues ici me rejoindront dans ces considérations. Oui, alors moi j'ai une petite anecdote rigolote sur le sujet qui montre bien toute la puissance du mécanisme qu'on a créé, mais au démarrage, on fait fausse route, mais vraiment assez fort. C'est qu'en fait, pour comprendre la façon dont ça marche, quand vous arrivez sur KissKiss, quand vous êtes un jeune réalisateur par exemple, ou un jeune entrepreneur, vous fixez l'objectif dont vous avez besoin pour votre projet, je sais pas, par exemple 10 000 € pour réaliser un court-métrage,
Et puis, vous avez 90 jours pour atteindre l'objectif. Si j'aime votre court-métrage et que je mets 10 € sur votre court-métrage, en échange, vous allez me donner, je sais pas moi, le DVD dédicacé plus l'invitation à la projection en avant-première. Si je mets 1000 €, vous viendrez chez moi avec toute l'équipe du tournage pour mon anniversaire, etc., etc. Donc on a créé un lien comme ça avec des contreparties en nature entre le créateur et le contributeur. Et au départ, on s'était dit, surtout moi, issu des bonnes méthodes 80s classiques, je me suis dit, oui, mais quand même, ça serait quand même bien d'intéresser les gens un peu financièrement. Les contreparties, c'est bien, mais je pense que s'il y a une petite brique supplémentaire comme ça, où on partage les revenus potentiels sur la création, ben, ça marchera quand même bien mieux. Donc on est parti comme ça. Et puis, on est mal parti quand même. Et on a du mal à comprendre, on avait du mal à comprendre un peu pourquoi on était mal parti. Et avec les 1000 ou 2000 premiers utilisateurs, avec qui on a fait les focus group assez vite, ils nous ont dit, mais c'est un peu compliqué votre truc à comprendre, on ne sait pas si on est dans un acte d'empathie ou de philanthropie parce qu'on donne de l'argent à quelqu'un, ou si on investit comme si on investissait sur un cheval ou sur un club de foot, sur un site de paris en ligne, et c'est super confusant. Et du coup, il y avait deux choix. Soit on se disait qu'une interprétation qui aurait été finalement intelligible, qu'on enlevait les contreparties, c'est-à-dire on enlevait la partie empathie pour garder uniquement le modèle de retour sur investissement, soit on faisait l'inverse. Voilà. Et pour être complètement franc, on a beaucoup hésité. On a enlevé le retour sur investissement. Et depuis qu'on a enlevé le retour sur investissement, on a fait 400% de croissance de l'année 2 à l'année 1, 500% de croissance de l'année 3 à l'année 2, et là on refait 500% de croissance de l'année 4 à l'année 3. On vient de dépasser les 10 millions d'euros collectés, on reçoit 1000 projets par mois, on collecte plus d'1 million par mois maintenant. Donc du coup, le système a explosé, non pas sur une valeur finalement identifiable et facile au niveau marketing, qui aurait été l'intérêt financier d'un partage de revenus, mais au contraire sur une valeur qui était présente chez nous, mais qui était moitié-moitié, on le voit bien dans notre nom, ça s'appelle KissKiss, Bank. Et donc du coup, c'est la partie émotionnelle finalement qui prime. Aujourd'hui, on pourrait s'appeler que KissKiss. D'ailleurs, tout le monde nous appelle KissKiss et pas KissKiss Bank. Et c'est assez rigolo de voir que finalement, un des fondamentaux, c'est-à-dire la moitié de votre réflexion, vous empêche de décoller. Une fois que vous avez enlevé cette moitié, l'innovation devient réelle et du coup trouve son public. Très belle histoire, effectivement, oui, merci. Simon, oui. Nous, on a eu le parcours de toute start-up, encore plus compliqué peut-être. Ouais, on a eu une première levée de fonds avec 200 000 € qui ont été mis par des business angels. Ensuite, on a mis 5 millions. Au bout d'un an, les 5 millions avaient disparu. On a relevé 9 millions. Au bout d'un an et demi, les 9 millions avaient été également investis. Enfin, on est allé jusqu'à 14 millions investis avant d'arriver à une rentabilité. Mais on a été en permanence, on est allé en procès contre Universal en 2010 parce qu'on n'arrivait pas à trouver un accord sur les conditions financières et que dans un service où ce que vous vendez, c'est l'illimité, si vous manque une partie importante du catalogue, finalement votre service il vaut plus rien. Donc non, on a eu des difficultés en permanence. Le système gratuit suffisait pas à financer le modèle. Les abonnements payants ont pris un peu de temps à fonctionner, ce qui est toujours compliqué pour une société technologique dans un environnement qui est globalisé avec des concurrents qui s'appellent Apple ou Google YouTube. C'est d'aller aussi vite qu'eux, avec des moyens qui sont moins forts, avec un atout qui est avec deux atouts, l'agilité de la petite boîte et le focus 100% sur la musique, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Mais évidemment, il y a eu des remises en cause tous les 3 mois parce que le modèle était à inventer. Donc oui, aujourd'hui, on a un peu plus de moyens pour mener à bien ce qu'on a envie de mener. Mais non, ça a été forcément très compliqué. Ouais. Alors, une question plus personnelle, du coup, là, mais pour vous, individuellement, qu'est-ce qui, dans votre formation, vous a servi justement à être capable de capter ce mouvement-là et de sortir des rails, à votre avis? Qu'est-ce qui vous reste comme élément où vous diriez, ça m'a aidé, effectivement? Nous, on a, je ne sais pas si c'est pour moi, mais en tout cas, l'entreprise a réussi à chaque fois à se doter des bonnes personnes au bon moment. On a eu le fondateur qui est vraiment un visionnaire d'un point de vue technologique, qui
qui est vraiment génial de ce point de vue-là, au vrai sens du terme. On a un PDG du groupe aussi qui a réussi à emmener la société un peu plus loin quand les fondateurs du début avaient besoin d'être accompagnés. Enfin, la difficulté quand on passe de 20 personnes à 300 personnes en 3 ans, c'est à chaque fois d'avoir les bonnes personnes qui viennent. Après, il n'y a pas de recette magique. Nous, ce qu'on a appris, c'est on a eu la chance d'être là au bon moment. On a eu la chance de trouver chez les maisons de disques leur intérêt, chez les opérateurs télécoms leur intérêt de diffuser de la musique, chez Facebook l'intérêt de diffuser de la musique, et Facebook nous a beaucoup aidé dans notre développement international. Et le fil rouge qui nous a toujours guidés, qui a toujours donné confiance à la boîte et aux actionnaires, c'est qu'on s'est toujours dit que pour les ayants droit, pour les artistes, pour qu'il y ait de la découverte musicale, d'un financement de la création musicale dans les années qui viennent, il fallait qu'il y ait des nouveaux artistes qui soient découverts en permanence et que les sites de streaming seraient le futur de l'industrie. Et on a eu toujours ce support des ayants droit de ce côté-là. Et de l'autre côté, on s'est toujours dit que pour le consommateur, c'était une révolution et un contenu et une offre qui était très, 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 très supérieure à ce qu'on avait avant. Enfin, la possibilité d'écouter tout le temps, partout, et d'avoir toutes les découvertes, les nouveautés, etc. C'est juste inouï par rapport à la consommation de musique d'auparavant. Vincent, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre formation qui justement vous dites de temps en temps, tiens, ça, effectivement, ça sert? Oui, ce qui sert, c'est que j'ai pas de formation. Et que aujourd'hui, pour être vraiment, pour avoir envie de changer le monde, par essence, il ne faut pas de formation, parce que vous êtes vraiment formé, vous voulez que répéter le monde dans lequel vous existez. Alors que quand vous n'avez pas de formation, mécaniquement, vous êtes plus punk, vous êtes plus no future, et vous avez plus envie de changer le monde, et c'est notre cas. Et pour les 3 créateurs de Kiss Kiss. Adrien a arrêté l'école à 13 ans, était acteur entre 13 et 15, réalisateur entre 15 et 17, et ensuite a travaillé dans les petites agences de pub, mais entrepreneur depuis le début. Omblin a arrêté l'école aussi assez vite, et moi j'ai eu mon bac, mais voilà, et j'ai rien fait derrière. Donc c'est vraiment, je pense que le point commun entre les 3, véritablement, c'est justement de ne pas être enfermé dans un système de formation trop précis. Là, ça complique la tâche de Nicolas Péjoux, là, parce que là il n'est pas sorti. Hein. Ton modèle économique a travaillé. Bon, et puis Thibaut, justement, alors. je pense que je vais sauver la formation de Sciences Po. Bon, Moi, c'est pas téléphoné, hein, je vous promets. En fait, je suis tout le contraire de Vincent, mais juste pour rappel, je trouve que c'est intéressant de rappeler que la très grande majorité des entrepreneurs sont des gens sans diplôme, et on oublie souvent ça quand on fait des analyses de marché ou de ce qui est sous-jacent à la dynamique de la croissance. Mais pour revenir sur mon parcours qui va permettre de sauver la formation de Sciences Po, c'est que moi, je suis tout le contraire de Vincent, à savoir que je suis très très diplômé. J'ai eu une première carrière d'étudiant qui était très littéraire et qui m'a permis d'exploiter aujourd'hui, du point de vue métier, ce qu'on appelle l'analyse sémantique, et qui est un noyau de savoir-faire et d'expertise qui est absolument central dans notre activité aujourd'hui, dans l'analyse des contenus. Et puis, il y a, je veux dire que l'entrepreneuriat et la vision stratégique, c'est à Sciences Po que je l'ai apprise, après avoir fait d'abord des études littéraires en dehors de Sciences Po. Et c'est à Sciences Po que je pense que c'est Sciences Po qui m'a donné les moyens d'imaginer ce que pouvait être pas seulement une idée dans un coin de tête, mais une idée bien exploitée commercialement et qui sait se projeter dans un marché bien compris. Voilà, donc la formation, pour ce qui me concerne, a été le terreau à la fois de mon savoir-faire, du savoir-faire que j'exploite quotidiennement, et à la fois de ma capacité à me projeter dans une carrière d'entrepreneur. Merci. Alors là, les contrastes sont intéressants, justement. Alors, on a beaucoup parlé du public et de la façon d'entendre le public et de se coupler avec lui, j'allais dire, d'une certaine façon. Il est peut-être temps de vous donner la parole si vous avez envie de poser 2-3 questions. On n'a pas énormément de temps, mais si vous souhaitez, vous avez la chance d'avoir ces entrepreneurs-là dont on entend parler un peu partout, mais là, vous les avez. Si vous avez envie de leur poser des questions, n'hésitez pas. Alors, 1, 2... Allez-y. Allez-y. Présentez-vous si vous voulez. Oui. Bon, oui, vous restez anonyme. Je suis si une ancienne Sciences Po.
Et j'avais une question, pour revenir un peu au sujet sur le futur. Alors j'aurais aimé la poser à Bruno Latour, mais tant pis. Sur les supercalculateurs qui sont en cours de construction aux États-Unis, qui font 1 hectare et qui sont censés contribuer à la prédiction des comportements des gens, c'est-à-dire que les entreprises vont savoir quel shampoing on va acheter, dans quel quartier. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va marcher et quel regard vous portez sur ces choses-là? D'expérience, les vraies choses qui ont un impact sur l'humanité, c'est les choses qu'on n'a pas prévues, pas les choses qu'on a prévues. Cela dit, on voit quand même, enfin nous on le voit sur la partie musique, on est capable de prédire quand même un certain nombre d'attitudes. Donc je pense que ça doit pouvoir le faire. Nous, on a considéré que toutes les datas dont on dispose, on les utilise pour les artistes, j'en ai parlé tout à l'heure, ou pour les consommateurs, mais pas pour des marques. Mais on vend aussi de la publicité sur le site. Donc on ne vend pas la donnée et on ne fait pas de mailing ou de choses comme ça. Mais on est capable de targeter de la publicité comme on l'a expliqué tout à l'heure. Je pense que certainement la plupart des comportements peuvent être analysés. Après, encore une fois, les vrais coups de cœur, et là je te rejoins Vincent, les vrais coups de cœur, les vraies surprises et les moments les plus importants de la vie, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est l'inattendu, effectivement. Une Bonsoir. autre question, oui. Vous dites que vous voulez donner le pouvoir aux gens, mais en fin de compte, c'est complètement faux. Vous prenez leur pouvoir. En fin de compte, vous êtes big eyes, vous étudiez les gens, vous les espionnez, mais vous ne leur donnez pas du pouvoir. Vous donnez une autre société qui est la société où on espionne tout ce que vous faites, tous vos gestes, et que vous ne pouvez plus être du tout libre. Vous parlez de notre liberté, mais vous nous la prenez puisque vous nous espionnez. C'est pour Vincent, ça. Nous, on Non, effectivement, ce problème du couplage avec le public finit par l'inclure dans le modèle et dans le système, qui aboutit en réalité à certains, ce qu'on pourra dire à ce moment-là, que c'est de la prédation de ces données, de son activité, etc. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Du côté de Deezer, en tout cas, le sujet des données, c'est vraiment un sujet de comment on aide le consommateur à être guidé davantage et comment on aide les artistes à mieux connaître leurs auditeurs. Après, nous, on donne clairement, le consommateur a le pouvoir chez nous. Il y a un moteur de recherche à la Google, il arrive sur Deezer, la première page, il peut choisir le titre qu'il peut écouter parmi 30 millions de titres. J'appelle ça, effectivement, donner du pouvoir au consommateur. Vincent. Vous avez une vision du web un chouïa diabolique. Il y a plein de choses mauvaises dans le web, notamment ce que vous avez exprimé là. C'est vrai que le web donne la possibilité aujourd'hui de tracer véritablement chacun de nos comportements et potentiellement de les modéliser, et notamment par la pub. Alors après, ça dépend des boîtes dans lesquelles vous êtes. Chez nous, il n'y a pas de pub, par exemple, et on ne modélise pas les données, on ne fait pas de recommandations, et on ne vend pas nos données, et on ne fait pas de CRM. Donc après, ça dépend du postulat que vous avez en tant qu'entrepreneur. Nous, on considère que notre modèle économique de place de marché et donc de commission sur l'argent qu'on collecte, grâce au projet des gens, suffit à ce que la société se développe. Donc on n'est pas dans une quête de profit immédiat et de profit hyper rapide. Donc si vous utilisez le web, si on utilise le web pour ce qu'il est véritablement, c'est encore une fois un média à l'instant T, instantané, qui permet de propager les informations dans le monde entier au même moment. Et si vous l'utilisez uniquement pour son utilisation d'origine, c'est-à-dire interconnecter les gens rapidement, alors il n'y a pas de souci. Mais mécaniquement, dans l'humanité, la recherche du profit immédiat pousse évidemment à plonger de l'autre côté, à imaginer ce qu'on peut faire de pire dans l'utilisation de ce qu'il y a de mieux dans le monde, et le web n'échappe pas à la règle, ça je vous le confirme. Ouais, moi, je vais repartir de la comparaison que j'avais faite au moment de ma présentation. Je pense qu'on n'avait pas une vision si diabolique de notre vendeur de vidéoclub, alors même que notre vendeur de vidéoclub savait très exactement ce qu'on louait chez lui, ce qu'on achetait dans son magasin, et qu'on n'hésitait pas à se confier à lui, même à confier des données très très personnelles sur sa consommation de films. On n'en avait pas une vision diabolique, parce qu'on se doutait que ce vendeur de DVD n'allait pas en faire étalage sur la place publique, et qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, il se trouve que la sécurisation des données, et je pense que c'est une très bonne chose, nous interdit de faire étalage public des données personnelles qu'on collecte sur les gens.
Et par contre, on leur rend un service à ces gens. Donc je pense que c'est... Je ne sais pas si on peut parler d'empowerment ou pas. Je pense que peut-être plus humblement, je pense qu'on leur rend véritablement un service et que en ne rendant pas publiques les données personnelles qu'ils partagent avec nous, finalement, on ne détruit pas grand-chose de leur intimité. Voilà. En tout cas, merci pour votre question, parce que ça permet de voir à quel point il y a des avenirs possibles et des avenirs quelquefois conflictuels. Et donc, chacun peut se positionner, avoir sa vision du monde et puis peut-être faire la différence grâce à cela. Merci en tout cas à tous les trois, à nos trois entrepreneurs, et bonne chance pour l'avenir. Mais je crois que vous avez l'énergie qui convient pour cela. Maintenant, je vais demander à Nicolas Péjoux, effectivement, de nous donner l'énergie et l'élan pour la suite. Merci.